toutes et à tous, bienvenue donc dans ce webinaire spécial trading d'actions. Ce soir, moi je m'appelle Raphaël Leblond, je suis le responsable France de WH Self Invest et j'ai l'honneur d'être accompagné ce soir de Joris Zana. Bonsoir Joris. Bonsoir Raphaël, ravi d'être avec toi ce soir pour animer ce webinaire sur les actions. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous emmener donc sur le marché action, qui est un marché sur lequel Self Invest est assez présent de deux manières. La première, c'est le trading CFD. Donc, on vous propose plusieurs milliers d'actions CFD. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la plateforme TradingView. Là, j'ai mis l'action Tesla en mensuel. Mais voilà, vous avez plusieurs centaines, plusieurs milliers d'actions que vous pouvez investir en CFD, actions européennes, américaines, asiatiques, en CFD. Et vous avez également l'autre possibilité, ça va être de travailler sur la plateforme FreeStocks, qui est une autre marque de Self Invest, qui est une plateforme uniquement pour les actions, uniquement les actions américaines. Et le côté innovant de cette offre-là, c'est que ce sont des actions américaines sans commission. Ça veut dire que vous payez un spread normal, c'est-à-dire un spread de marché. On n'écarte pas le spread, vous payez un spread de marché et vous n'avez pas de commission à côté. Là, vous avez environ 6000 actions américaines et vous avez également des options. Mais voilà, c'est juste pour vous donner cette information. Si vous ne connaissez pas bien Self Invest, qui est un courtier qui existe depuis 25 ans, il y a plusieurs marques. Le WH Self Invest classique avec TradingView ou d'autres plateformes comme NanoTrader, des plateformes web, plateformes mobiles, où vous allez pouvoir trader des CFD et des futurs. Et vous avez FreeStocks où vous tradez uniquement des actions américaines sans commission. Alors, avant de commencer cette revue de marché, on va quand même s'intéresser à ce qui se passe cette semaine. On a sûrement l'une des semaines les plus importantes de l'été, j'ai envie de dire. Autant on a eu au cours des précédentes semaines, voire même la semaine dernière, des marchés assez mous, peu volatiles. Si vous regardez le VIX, on a même atteint un nouveau plus bas annuel au cours de la semaine dernière. Donc le marché était dans l'attente clairement de nouveaux catalyseurs, soit pour continuer clairement à la hausse, soit potentiellement pour amorcer une correction qui me semblerait légitime, en tout cas sur certains secteurs, notamment celui de la tech, en fonction, bien évidemment, des données à venir de la part des banquiers centraux, mais aussi de l'inflation. Donc, si on scrute d'un peu plus près ce calendrier économique, on se rend compte tout de suite que autant aujourd'hui on a une journée plutôt calme, mais à partir de demain, on a l'inflation qui revient sur le devant de la scène. Donc, on aura des données très importantes à surveiller, notamment en provenance des États-Unis, avec l'inflation américaine qui est attendue à 4,1% pour le mois de mai. Ensuite, on a la décision des taux concernant la Fed. Donc, va-t-elle rester à 5,25 ou va-t-elle relever de 0,25 points de base ces taux d'intérêt? Ça, c'est la grande question, étant donné que justement, rappelez-vous, en fin de semaine dernière, on a eu de légères secousses sur les valeurs de la tech, puisque la Banque centrale du Canada a relevé ses taux, alors que le consensus s'attendait justement à une pause. Donc, on a quand même une inflation qui est notamment toujours assez élevée, notamment l'inflation core, qui reste quand même assez solide, j'ai envie de dire. Autant l'inflation, elle, on était à 10% à la fin de l'année 2022, on est quand même redescendu quasiment 10%, 9%, on est redescendu à 4,9%, mais l'inflation core, elle, résiste. Donc, reste à savoir en fonction de ces données si la Fed, derrière, va opter en quelque sorte pour un statu quo ou au contraire relever de 25 points de base ces taux directeurs. Ensuite, jeudi, on a aussi la Banque centrale européenne qui est attendue au tournant. Celle-ci devrait justement, pareil, relever ses taux d'intérêt de 25 points de base. Donc, reste à savoir ensuite quels discours vont adopter les banquiers centraux, que ce soit Powell ou Lagarde. Est-ce qu'on va avoir un discours plutôt hawkish ou dovish avec potentiellement enfin une vision claire sur la pause
des taux, en tout cas le pivot de la Fed et de la BCE. Effectivement, si on a un discours assez soft de la part des banquiers centraux, avec potentiellement un pivot en vue, et effectivement, ça pourrait relancer les marchés et on pourrait continuer sur la lancée de 2023, à savoir un marché qui évolue quand même plutôt en tendance haussière sur les principaux indices. Enfin, on va terminer la semaine aussi avec l'inflation en zone euro. Donc très clairement, une semaine sous des données clés de l'inflation, mais aussi des discours très attendus de la part des banquiers centraux. Donc ce qui veut dire pas mal de volatilité. Et donc, il faudra être attentif et prudent en fonction des indices que vous allez trader, des actifs en tout cas que vous allez trader, pour ajuster correctement vos stratégies de trading et aussi votre money management. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va quand même faire un tour d'horizon sur les indices avant de sélectionner les différentes actions que j'ai choisies qui ont du potentiel encore pour 2023 ou qui pourraient se retourner. Donc normalement, je vérifie, mais tout le monde devrait avoir la vision sur TradingView et l'indice S&P 500. Alors, on va commencer avec le S&P, le Nasdaq et le CAC 40. Ensuite, je passerai en revue les 5 actions que j'ai sélectionnées pour vous. Et s'il nous reste un peu de temps, pourquoi pas revenir sur d'autres indices. Alors, concernant le S&P 500, vous voyez ici qu'on est en données weekly, donc hebdomadaire. On a une reprise haussière de l'indice. Pour moi, on travaille à un niveau clé actuellement, qui est le niveau des 4300 points, et ça va être le niveau clé de l'année 2023. Soit on repart direction plein sud, et dans ce cas-là, on pourrait revenir chercher notre bas de canal daily. Je ferai le point derrière plus tard sur l'unité de temps journalière. Soit au contraire, on casse ce niveau, et alors là, on a du potentiel haussier à venir pour aller chercher notamment la borne haute de notre canal. Le point intéressant que je note, en tout cas pour l'instant sur le S&P 500, c'est qu'on a une figure chartiste rare, à savoir un diamant de creux. Donc, on a eu une grosse consolidation finalement durant quelques mois et une sortie par le haut de ce diamant de creux. Donc là, premier élément technique qui plaide très clairement, selon moi, pour une fin de marché baissier, donc une fin de bear market, et un redémarrage haussier. Et si on reporte justement l'objectif théorique de ce diamant, on devrait aller chercher plus haut, en tout cas au cours des prochaines semaines, voire de prochains mois. Donc ça, c'est l'analyse actuellement long terme que j'ai sur le S&P au vu de cette figure chartiste qui plaide justement pour un retournement de tendance et potentiellement un retour vers les plus hauts historiques, en tout cas dans les prochains mois, voire peut-être d'ici 2024 ou fin 2025. Maintenant, si on s'intéresse à l'unité de temps daily, plusieurs scénarios sont envisageables, à savoir la cassure de ce fameux niveau de résistance clé, comme vous pouvez le voir. Ici, on a une zone de polarité. Tout simplement, une zone de polarité, c'est une zone qui a servi de support ou de résistance, qui, une fois cassée, devient résistance. Donc là, si on trace un joli rectangle, étant donné qu'on a une zone, et il est très important de savoir identifier correctement vos zones de prix sur vos graphiques pour savoir justement où intervenir et quand intervenir. Donc là, on a une énorme zone pour moi mensuelle qui est un peu le niveau clé. Et donc, si on casse ce niveau, très clairement, on confirme, on l'a déjà confirmé, mais ça renforcerait en tout cas notre figure de diamant de creux pour aller chercher, vous voyez ici, ce haut de canal. Donc, on aurait de la place derrière pour continuer notre ascension haussière et venir chercher 4500, 4000, 4600 d'ici la fin de l'année selon moi. Ça ferait déjà une belle hausse pour l'indice. Mais en tout cas, ce sont des objectifs atteignables d'ici la fin de l'année. En revanche, en cas de mauvaise news cette semaine et d'un discours assez hawkish de la part des banquiers centraux, notamment la Fed, qui aura une vision de l'inflation, en tout cas avant son discours mercredi. Donc, si elle est amenée à relever de 25 points de base
ces taux d'intérêt. Effectivement, on pourrait avoir une déception de la part du marché qui s'attendait à une pause, voire un pivot. Et dans ce cas-là, pourquoi pas venir dans un premier temps, combler ce gap, vous voyez, qui est resté ouvert juste ici, et ensuite revenir pullbacker l'ancien sommet. Finalement, ce n'est pas inconcevable, selon moi, ça représente quand même une baisse, en tout cas une correction, vous voyez, d'environ 3%. Ce n'est pas grand-chose. On voit l'envolée un peu qu'on a eu de l'ensemble des indices, notamment le CAC, le Nasdaq surtout, qui affiche une performance affolante de plus de 30%. Une correction me paraîtrait, en tout cas me paraîtrait légitime et plutôt sainte. Au vu de l'environnement économique, et effectivement, le sentiment que le marché est un peu mis des lunettes roses, un petit peu trop complaisant. Et si on regarde aussi un peu l'indicateur d'avidité et de peur, on est plutôt du côté euphorique que de peur. Donc des marchés qui, en cas de mauvaises nouvelles ou de mauvaises surprises, pourraient très facilement entamer une correction. Donc voilà les niveaux pour moi à surveiller sur le S&P après les statistiques. Vous voyez que là, pour l'instant, on est très clairement dans notre zone. Si on a une cassure nette et franche, donc très bien, continuons cette ascension haussière pour aller chercher les prochaines résistances qui se situent vers 4400 points. Voilà, pour moi, le prochain, en tout cas, gros niveau, serait vers les 4490, 4400 points. Bien évidemment, on a des niveaux de support et de résistance intermédiaires, mais j'aime bien travailler les gros niveaux pour intervenir facilement sur ce marché. Donc pour moi, le prochain gros niveau serait d'aller chercher les 4400 à la hausse si on casse cette zone en clôture hebdomadaire. À l'inverse, si après les données économiques et la Fed, on a une bougie assez baissière, voire même une bougie de retournement, un avalement baissier, une étoile du soir, un pendu, dans ce cas-là, plutôt une stratégie baissière avec un stop loss au-dessus de la zone et un premier objectif qui est de venir combler ce gap laissé ouvert et deuxièmement, revenir pullbacker, vous voyez, notre zone de support, juste ici. Parallèlement, on aurait la moyenne 50 qui remonterait sur ce niveau. Donc, on aurait tout simplement une zone de convergence. Donc, voilà les niveaux à surveiller, en tout cas à l'achat ou à la vente, en cas, après, en tout cas, les annonces des banquiers centraux sur l'indice américain. Concernant le Nasdaq, on a un indice très solide, notamment dopé, on va dire, essentiellement par, j'ai envie de dire, l'hystérie autour de l'intelligence artificielle. Donc, toutes les sociétés comme Nvidia se sont envolées, ont pris 30% après leurs résultats. Pareil pour d'autres secteurs, notamment Apple qui a sorti un casque de réalité virtuelle. On a aussi Alphabet. Bref, on a un secteur qui est notamment dopé par quelques actions. Je trouve qu'on a une hausse globalement qui est en trompe-l'œil sur le S&P ou aussi sur le Nasdaq, car on a uniquement 6 ou 7 sociétés que j'appelle les Fangman, à savoir Nvidia, Google, Apple, Netflix, Tesla, qui tirent l'indice vers le haut pendant que les autres valeurs font soit du surplace, soit affichent une légère hausse, si vous voulez, depuis le début de l'année. Donc voilà pourquoi j'appelle une hausse en trompe-l'œil, c'est qu'on a un indice qui nous affiche une hausse de quasiment 30%. Pareil pour le S&P, une hausse un peu plus modérée quand même, on doit être à 10-15% depuis le début de l'année. Mais cette hausse est tirée seulement par quelques valeurs, alors que tout le reste fait soit du surplace, soit une légère hausse d'à peine 4%, étant donné que ces grosses valeurs technologiques ont une pondération aujourd'hui quand même assez astronomique au sein de l'indice et notamment au sein du Nasdaq. Si on prend uniquement ces 7 valeurs que je viens de vous citer, les Fangman, elles correspondent à un peu plus de 50% de l'indice, ce qui est énorme au sein de l'indice Nasdaq 100. Bon, concernant maintenant la partie technique, on est très clairement dans une tendance haussière. Ici, on avait un premier chandelier de retournement, un avalement baissier, justement, mercredi 7 juin, suite un peu à l'accélération des taux américains, notamment après l'annonce de la Banque centrale du Canada, qui a relevé ses taux de 25 points de base contre toute attente, ce qui a créé des doutes derrière sur la stratégie de la Fed. Donc,
Reste à savoir quelles vont être les données de l'inflation. Si on a un fort reflux de l'inflation mardi et notamment de l'inflation core, alors la Fed pourrait entamer, à mon avis, sa pause. Dans le cas contraire, je ne serais pas étonné de voir une hausse de 25 points de base, ce qui pourrait par contre fragiliser en tout cas l'indice et amener à une correction après quand même une envolée, j'ai envie de dire, assez fulgurante. Maintenant, le deuxième point qui m'intéresse sur cet indice, c'est justement, alors il faudrait que je le retrouve parce qu'on ne le voit pas sur le futur. Voilà, ce sont les gaps. J'avais tracé, là j'étais sur l'indice futur, là je suis allé sur le cash. Donc, on constate ici tout simplement qu'on a un canal haussier dans lequel évoluent les cours, qu'on se rapproche justement, vous voyez, de la borne haute de notre canal, on est venu la chatouiller, on a justement eu ce premier signal baissier que je vous disais, un peu l'avalement baissier, qui pour l'instant, en tout cas, semble dysfonctionner, mais les prix peuvent être attirés justement par un gap. Comme vous le savez, les trous de cotation sur les indices, eh bien parfois les prix sont attirés par ces trous de cotation. Et donc ici, durant la chute du Nasdaq, on a justement un gap à venir combler. Aux alentours, je vais mettre le trait, voilà, aux alentours des 13 800 points. Et donc, ça pourrait être le niveau que le marché cherche à vouloir atteindre avant d'entamer une correction. Parallèlement, vous voyez que ce niveau ne correspond pas à rien, mais aussi à un niveau de support qui est devenu résistance. Vous voyez que là, le marché était revenu tester, là, on a cassé, là, c'est l'endroit pile, on a gapé. Donc, c'est un niveau technique et c'est aussi un trou d'air, trou de cotation, où les prix sont censés aller, sont censés être attirés en tout cas. Donc, voilà pourquoi, pour l'instant, le Nasdaq reste haussier à l'heure actuelle. Sur toutes les unités de temps, je ne vois pas de signaux baissiers, à part cet avalement baissier, mais qui semble en tout cas pour l'instant dysfonctionner. Et un niveau, selon moi, à aller chercher si vous êtes acheteur, ce serait les 13 800. Les 13 800 et la borne haute du canal. À partir de là, on pourrait avoir enfin une correction légitime une fois que ce niveau sera comblé. Parallèlement, je n'exclus pas, vous voyez, si on continue à grimper et aller chercher notre haut de canal, la formation d'une divergence baissière sur RSI. Elles peuvent, elles aussi, dysfonctionner. On en avait une en données 4 heures sur le cash, ici, très légère en tout cas. Elle n'a pas bien fonctionné, donc je surveille actuellement plutôt la divergence daily. Voilà, une divergence baissière qui se trace sur les cours de clôture. Et donc, effectivement, si on continue à grimper, qu'on clôture vers les 13 800, 13 850 et qu'on a un chantier de retournement, on aurait vraiment un signal technique intéressant pour revenir chercher derrière les différents niveaux de support. Et pourquoi pas, comme objectif final, aller chercher, vous voyez, le gap qui est resté ouvert juste ici. Donc voilà, en gros, la stratégie que j'ai actuellement sur le Nasdaq. Pour l'instant, assez neutre, en tout cas plutôt haussier, ça reste haussier. Je trouve qu'on est monté un peu haut, un peu vite, un peu fort, dopé notamment par, comme je vous le disais en introduction, l'hystérie autour de l'intelligence artificielle, et qu'en cas de mauvaise surprise d'un point de vue des stats ou un discours un peu décevant, je ne serais pas étonné qu'on ait une correction. Voilà, en tout cas une correction saine, après une envolée depuis le mois de janvier, en tout cas de plus de 30% sur l'indice. Donc là, très clairement, pour moi, on est repassé en bull market sur l'indice, mais je me montre prudent quand je vois justement l'indicateur Fear and Greed de peur et d'avidité qui est entré justement dans la zone d'euphorie. En tout cas, à court terme, la hausse me paraît limitée. J'aimerais bien qu'on vienne combler ce gap qui correspond aussi à un niveau de résistance avant d'entamer cette correction et de venir chercher en TP1 eh bien, notre premier niveau de support qui se situe ici. Voilà. Et en TP2, ce serait tout simplement le comblement du gap. Juste là. Alors, on a un petit gap à venir combler ici. On aurait de nouveau pareil la MM50 qui remonterait doucement ici, donc qui viendrait converger. Donc en TP1, effectivement, venir ici. Pourquoi pas aller chercher notre oblique. Et en TP2, ce niveau des 13 671 qui correspond
aussi, comme vous pouvez le voir, au retracement 50% de Fibonacci. Donc là, on a un gros niveau. On a le niveau des 61% de Fibonacci qui est ici, mais pour l'instant, en fait, on l'a cassé, on l'a pullbacké, ça semble repartir. Donc à voir, mais si à partir de là, on a une correction et un changement de retournement et qu'on casse ce niveau des 61,8 de retracement, et hop, attendez, je vais me remettre. Voilà, ce sera plus propre. Donc si on recasse le niveau des 61,8 de Fibonacci, l'objectif pour moi est de venir chercher le retracement 50, qui correspond en fait à l'ancien top ici, au comblement du gap, et à la moyenne mobile 50 qui remonterait doucement sur ce niveau. Donc on aura une zone très clairement de convergence très intéressante derrière pour repasser tout simplement à l'achat sur l'indice. Donc voilà les niveaux clés sur le Nasdaq. À la hausse, j'ai très clairement un peu de mal. Et même me dire une sortie par le haut vraiment du canal serait plutôt un signe d'euphorie et d'excès haussier, donc pas bon signe. Si on regarde effectivement à la hausse, notre prochain objectif se situe par ici. Voilà. Donc ce serait les 15 200. Bon, j'ai un peu de mal, très clairement, même si ça reste haussier, j'ai un peu de mal avec cet objectif. Par contre, venir combler ce gap, venir taper le haut du canal et entamer une correction, c'est un scénario que j'ai en tête et qui me paraît un peu plus probable. En tout cas, il ne faut rien exclure, il ne faut pas avoir de biais. Si on doit aller chercher 15 200, on ira. Mais techniquement, ce niveau est très propre. Donc pour moi, c'est la zone 14 800, à peu près 14 800, 14 850, qui est une zone de short intéressante pour venir chercher un repli sur notre niveau de support à 14 270 et ensuite en extension 14 600 en cas vraiment de mauvaises nouvelles, soit des stats concernant l'inflation, soit de la part de la Fed si elle décide de relever ses taux. Donc voilà les grandes lignes sur l'indice Nasdaq. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux revenir dessus. Pour terminer, on va quand même aller sur notre indice national, à savoir le CAC 40, qui surperformait très clairement depuis le début de l'année, mais qui commence à avoir du plomb dans l'aile, qui s'explique tout simplement, encore une fois, par des dégagements sur les valeurs du luxe, que ce soit que j'appelle les cols, à savoir Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH. Donc, on avait un indice qui surperformait tous les autres indices, que ce soit même les indices américains, le Nasdaq et le S&P. Et fin avril, on a eu une prise de profit et des investisseurs qui se sont quelque peu désintéressés aux valeurs du luxe, qui ont quand même affiché une performance assez insolente, j'ai envie de dire, depuis le début de l'année, notamment Hermès et LVMH. Et donc, les marchés, en tout cas les arbres, ne montent pas jusqu'au ciel, et c'est pareil pour les valeurs du luxe. Donc on a eu quelques prises de bénéfices, mais aujourd'hui l'indice patine très clairement. Là où le Nasdaq 100, finalement, les 6 premiers mois de l'année, on est allé sur les valeurs du luxe à fond. Ensuite, on a changé notre fusil d'épaule et on est allé voir ailleurs, à savoir potentiellement les valeurs susceptibles d'être les nouvelles pépites de l'intelligence artificielle. Donc, dégagement sur les valeurs du luxe, on est allé sur le Nasdaq et le Nasdaq, lui, nous affiche une hausse derrière assez monstrueuse depuis le début de l'année. Donc, pour l'instant, sur le CAC 40, je suis tiraillé dans le sens où je suis plutôt neutre sur l'indice. J'ai plutôt un scénario baissier de court terme. Globalement, l'indice reste quand même dans un scénario, en tout cas une tendance de long terme haussière. Pour l'instant, balle au centre pour moi. Je note quand même une dégradation, si vous voulez, de la dynamique haussière, puisqu'on évoluait dans un magnifique canal haussier. Et donc là, on a eu la cassure par le bas, le pullback, et là, balle au centre. Très clairement, indécision de la part des opérateurs. Donc, invalidation, si on sort de ce canal, si on repasse pour moi au-dessus de la MM50, il ne faudrait pas se prendre les pieds dans le tapis et avoir un bull trap, qu'on vienne juste combler le gap. Vous voyez, on pourrait très bien remonter, combler le gap et repartir. Pour moi, j'attends vraiment la clôture au-dessus de la MM50 avec réintégration du canal pour me dire, OK, les acheteurs sont présents. C'est une fausse sortie, l'indice est enfin mûr pour retrouver le chemin de la hausse.
car là, à l'inverse, si on casse les plus bas, au contraire, je verrais bien l'indice dégringoler et revenir sur le niveau des 6858 et venir en fait tout simplement chercher sa moyenne mobile 200 périodes. Donc voilà un peu mon scénario que j'ai actuellement sur le CAC 40. Certains traceront même une oblique ici, vous disant qu'effectivement, là, ça reste encore un peu haussier, pourquoi pas. Mais si on est amené à casser les plus bas ici et casser l'oblique, les baissiers, pour moi, commenceront véritablement à prendre l'ascendant psychologique et surtout si on casse les précédents plus bas. Voilà, on a fait le pullback, on casse les plus bas. Pour moi, on ouvre très clairement la voie à une correction un peu plus profonde pour venir prendre appui sur ce magnifique support qu'on est juste ici. Voilà, pareil, c'est une zone, si vous voulez, on a une grosse zone de prix aux alentours des 6830. Si on trace notre rectangle, elle est assez large, mais c'est une grosse zone de prix pour moi ici. Donc 6863, 6800, c'est une grosse zone mensuelle et pour moi, bien évidemment, je serais de nouveau intéressé, même très intéressé, pour de nouveau chercher des achats si on rentre et qu'on pénètre dans cette zone. Voilà. Là, parallèlement, on a la moyenne mobile 200 périodes qui remonte à ce niveau-là. Donc, un niveau non négligeable où on pourrait justement avoir une réaction des prix et pourquoi pas relancer le marché derrière. Maintenant, à court terme, sur l'indice, tout se passe en données 4 heures pour moi. Vous voyez que les ratios de Fibonacci, j'utilise pas beaucoup d'indicateurs, le RSI, les obliques, une MM50, une MM200 et Fibonacci. Parfois, j'utilise l'Ichimoku, mais j'ai pas envie de surcharger mon graphique et tout le monde n'utilise pas l'Ichimoku, donc je préfère rester avec des choses simples et c'est parfois ce qui marche le mieux. Donc là, pareil, si on regarde d'un point de vue du retracement de Fibonacci, vous voyez que on a des réactions vraiment parfaites sur tous les niveaux, que ce soit les 0,236, 38,2 qui a donné ici, ici, ou même le niveau des 50. Et le niveau des 61,8, vous voyez, c'est le gap que je vous disais, le comblement du gap avec la MM50 daily qui est juste au-dessus. Donc on a vraiment des niveaux pour moi chirurgicaux avec Fibonacci. Donc pour l'instant, on bute sur la MM50 et le ratio 38,2. Effectivement, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus haut pour retenter, pour vendre l'indice. Alors là, effectivement, on est sur un niveau intéressant, mais je ne vois pas de changer de retournement ou quoi que ce soit et prendre une décision, en tout cas se positionner avant les banquiers centraux, c'est un peu du casino, très clairement. Et donc, je préfère attendre que la poussière retombe et avoir un véritable signal pour prendre une position et avoir une direction claire pour justement éviter de me prendre les pieds dans le tapis. Donc là, je vous invite vraiment à tracer Fibonacci et vous verrez que vous avez justement des zones très intéressantes pour savoir justement où intervenir et où vous positionner sur l'indice. Là, on a de nouveau une zone au niveau des 50 qui correspond justement à un ancien niveau de support qui est juste là. Pour moi, ça, c'est une zone qui m'intéresse pour de nouveau repasser à la vente en cas de signal technique baissier et aller chercher les différents niveaux de support. Donc voilà, en gros, les grandes lignes sur le CAC 40. Intervenir et chercher à se positionner uniquement sur les ratios de Fibonacci qui donnent d'excellents résultats à l'heure actuelle. Donc on a le 38,2 qui est ici, hop, et un peu plus notre zone vers 7315, 7330. Et enfin, le dernier niveau, ce serait le retracement de Fibo de 61,8 vers 7390 pour venir combler le gap. Mais si on n'a pas clôturé, vous voyez, 7990, mais si on n'a pas clôturé au-dessus de notre MM50 qui se situe quasiment au même niveau, eh bien pour moi, la reprise haussière n'est pas confirmée. En tout cas, je serais embêté de nouveau de repasser à l'achat tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, de peur d'avoir un bull trap, juste être attiré par le gap, combler et boum, repartir à la baisse. Donc voilà les différentes zones, les différents niveaux techniques à surveiller sur le CAC, les ratios de Fibonacci pour aller chercher derrière vos différentes zones. Donc si on casse à la hausse, vous attendez le prochain niveau. Si vous avez un signal baissier, eh bien hop, signal de vente avec un stop loss au-dessus de la zone. Si ça casse, on va chercher plus haut avec
on cherche de nouveau un signal de vente. Je privilégie, comme je vous le disais, plutôt des signaux baissiers de court terme sur l'indice. Et je repasserai haussier si on casse ce niveau. Bien évidemment, si on a des gros niveaux, si on retombe à la vente, qu'on vient chercher nos niveaux et qu'on a des signaux d'achat sur le niveau de support, eh bien, inversement, autant profiter du trend à venir, chercher des achats sur ces niveaux-là pour accompagner la reprise haussière. En revanche, si on est amené à aller plus bas, donc voilà les gros niveaux que j'ai en extension à la baisse, 7200, 7100, 7090, et si on casse les plus bas, pour moi, on confirme la cassure du canal baissier et on ouvre la porte à une correction un peu plus profonde, à savoir 6900, 6865. Voilà, ce serait surtout d'aller chercher 6900 en extension et comme objectif final sur le CAC 40. Donc j'ai terminé ce tour d'horizon des indices, que ce soit le CAC, le S&P et le Nasdaq. Donc si vous avez des questions, dites-le moi maintenant dans le chat. Sinon, on passe maintenant aux différentes actions que j'ai sélectionnées pour vous. On va faire une partie un peu théorique et une partie technique, bien évidemment. J'ai sélectionné plusieurs actions, 4 actions, on va dire, européennes et une action américaine. Des actions, une action en tendance haussière, 2 actions qui sont en tout cas dans une phase de reprise haussière et donc là où on pourrait avoir un rattrapage haussier intéressant derrière à plus ou moins long terme, et une action, voire même deux. Alors la dernière, c'est une action américaine un peu spéculative et l'avant-dernière, c'est une action qui pour moi a été injustement, j'ai envie de dire, découpée par les marchés. Et il y a pas mal de mauvaises news, que ce soit sur les réseaux sociaux dessus. Bon, je vais spoiler directement l'action, c'est Téléperformance. Donc on fera le point technique dessus. Mais c'est une action qui, pour moi, au vu de ces différentes acquisitions ou même de ce qu'on peut lire un peu sur les réseaux, qui aujourd'hui se valorise vraiment très très peu cher. Et je trouve que la société a été voilà, injustement découpée par le marché au vu de ses perspectives et de ses bénéfices qui restent quand même très intéressants, en tout cas et très convenables au vu, voilà, au vu de sa chute. Si on regarde la chute et les ratios boursiers actuellement, pour moi la société est bradée. Maintenant, comme on dit en bourse, on n'attrape pas un couteau qui tombe, mais j'ai le sentiment qu'on est arrivé sur une zone clé intéressante et donc on va faire le point juste après. Donc, je vais repasser sur mon fichier PowerPoint pour vous présenter un peu ces sociétés. Donc,